Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on repensait ensemble notre rapport au travail, à la réussite et à l'équilibre vie pro-vie perso à l'ère où nos attentes évoluent si vite? Dans cet épisode, je vous invite à questionner notre modèle familial, nos choix professionnels et la place que nous voulons donner ou non à la parentalité dans nos vies, nos entreprises et surtout dans notre société. Que veut-on vraiment pour nos enfants? La réussite sociale ou le bonheur véritable? Pourquoi la charge parentale et les inégalités femmes-hommes persistent-elles malgré les progrès affichés? Et comment, concrètement, changer la donne en entreprise? Autant de questions universelles, parfois délicates, parfois intimes, qui, j'en suis sûr, font écho à ton vécu. Pour éclairer tous ces sujets, j'ai eu le plaisir d'accueillir Lucille Vatrin. Lucille est plus qu'une professionnelle engagée. Elle est maman de 2 enfants, fondatrice de Jooners, une entreprise qui accompagne d'autres entreprises sur les enjeux de parentalité et d'égalité femmes-hommes. Et créatrice du sommet On n'est pas que des parents. Lucille apporte à la fois son expertise, son expérience personnelle et une authenticité rare dans sa façon de parler, des choix, des doutes, mais aussi des réussites grandes ou petites qui jalonnent le parcours des familles d'aujourd'hui. J'ai été particulièrement touché par son regard nuancé sur la réussite, sa sincérité sur les ajustements de vie de couple et sa volonté de bâtir un avenir plus juste, sans oublier ses anecdotes qui font sourire, réfléchir et surtout relativiser. Au fil de nos échanges, nous décortiquons les attentes changeantes des salariés et des parents, l'impact concret des politiques familiales sur le quotidien, les facteurs clés des inégalités salariales et de patrimoine ou encore la nécessité de repenser les modèles de management pour que chaque employé, parent ou non, trouve sa place. Nous abordons ensemble la théorie des petits pas, du plafond de verre, de la charge mentale et des solutions concrètes pour dépasser le simple discours. Que tu sois parent, manager, salarié ou juste curieux de comprendre comment réinventer l'équilibre entre aspiration personnelle et engagement professionnel, tu trouveras dans cet épisode des perspectives et outils directement mobilisables. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone, le lien est en description. Ah, et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter des épisodes sans pub, en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite avec ma première question. Lucille, 82% des salariés étant parents envisageraient de changer d'entreprise pour une structure qu'ils accompagne mieux sur des sujets de parentalité. C'est un très gros chiffre, alors pourquoi ce chiffre est-il si important et comment reflète-t-il les attentes des salariés d'aujourd'hui? Je te souhaite une bonne écoute. Je pense que les parents ont évolué. L'idée, c'est de se dire qu'on n'a plus les mêmes attentes sur le sujet de la vie. On ne vit pas pour travailler. Enfin, je pense que ça a quand même bien changé. J'ai étudié un reportage la dernière fois qui disait qu'avant, quand on disait ce qu'on faisait dans la vie, on disait « je travaille chez Total ». Sans vraiment dire qu'est-ce qu'on y faisait, si on était à la compta ou à la RH. Après, on a dit le métier et l'entreprise. Et maintenant, on dit je suis designer. Et en fait, on s'en fiche un peu de la boîte. Du coup, ça montre un peu le fait que ça évolue et de se dire qu'on est attaché à notre métier, certes, qui va potentiellement bien changer au cours de notre carrière, mais on n'est pas attaché forcément à l'entreprise. Et du coup, on va aller chercher ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie pour passer du temps avec nos enfants, en l'occurrence. Qu'est-ce que ça nous dit des attentes des salariés vis-à-vis de ça? Ça nous dit qu'ils veulent se concentrer sur une vie qui a plus de sens et qu'il n'y a pas que le travail qui donne du sens à sa vie, même si on en est la preuve, je pense, tous les deux, qu'on peut vivre des métiers passionnants et être vraiment passionné par tout ce qu'on fait, être un petit colibri, comme j'aime souvent le dire, mais qu'il n'y a pas que ça et que moi, sans mes enfants, sans mon conjoint, sans ma famille et mes amis, en fait, je n'aurais pas la motivation que j'ai aussi au quotidien. Du coup, je pense que ça montre vraiment que les employés, c'est toute une palette de couleurs et que chaque couleur a besoin d'être relevée, d'avoir ses tons vraiment importants et que le travail en face de la famille, c'est essentiel. Il n'y en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre. Après, chacun a son curseur, chacun y met ce qu'il veut, à la maison un peu plus, au travail un peu plus. Ça change aussi au cours de la vie. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, on a besoin de toutes les couleurs, je pense, pour être vraiment nous-mêmes. Qui ne nous empêche pas de temps en temps, sur certaines périodes, d'avoir des couleurs plus ternes et c'est pas grave. Exactement.
Un petit exemple, j'ai mis mon couple entre parenthèses et je pense que certains se reconnaîtront pendant plusieurs mois et c'était OK pour nous deux et on s'est réveillés un peu après, mais du coup, on avait besoin de se focusser sur nos enfants au début. Mais je pense que voilà, c'est l'histoire du curseur, c'est chacun et on n'a pas à juger, je pense, les autres. Chacun a ses couleurs et son curseur doit être OK avec ça. Et le couple a survécu? Le couple a survécu. Okay. Et on se marie l'année prochaine, donc pour l'instant, on est sur des bonnes rails. Ok, intéressant. Non, mais ça sera peut-être un sujet à creuser après. On observe un changement, donc tu disais, dans les attentes des parents. On est passé d'un objectif de réussite professionnelle ou scolaire pour les enfants, même si c'est quand même assez présent encore le fait qu'il faille réussir, mais aussi avec cette dimension de quête du bonheur. Comment est-ce que du coup, cette évolution de ce qu'on veut pour nos enfants, ça influence l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Comme tu le dis, je pense qu'on a évolué, même si on a quand même une pression et on le voit quand Parcoursup arrive, que les parents ils sont quand même un petit peu stressés, voire plus que leurs enfants. Mais j'ai bien aimé, j'ai fait une intervention avec Antoine de Gabrielli début novembre qui disait, en fait, les parents, quand ils travaillent 12 heures chacun en dehors de la maison, ils ne peuvent pas assurer le rôle parental qu'ils devraient, entre guillemets, assurer. Et c'est pas foncièrement tenable, à moins d'avoir des jeunes filles au père, des nounous et au final des gens qui s'occupent de vos enfants un petit peu à votre place. Je critique pas le modèle, je dis juste que c'est un autre modèle et que du coup, ça dépend de ce qu'on veut. Toujours cette histoire de curseur. Avant, on voulait vraiment que nos enfants réussissent, même si je pense qu'on a toujours ça, comme tu disais, et on le voit bien à l'arrivée de Parcoursup, que les parents sont parfois beaucoup plus stressés que leurs enfants. Mais on veut quand même qu'ils soient heureux. Et je pense que cette notion, elle émerge de plus en plus et on voit qu'il y a une forte expansion sur ces sujets. Il suffit de regarder les livres au rayon développement personnel pour voir qu'il y a vraiment un sujet sur le bonheur de nos enfants et comment faire pour qu'ils soient heureux. Du coup, on va quand même plus mettre l'accent sur eux qu'on pouvait le faire avant. C'est pas juste on les nourrit, on les couche et on les amène à l'école. Il y a tout ce qu'il y a autour. Je déjeunais juste avant de venir avec une amie qui a une petite fille d'1 an et qui disait « Je veux maintenant que le week-end, on fasse une activité avec notre fille et qu'elle soit pas juste là à nous suivre dans nos activités à nous de parents. » Et en fait, c'est l'illustration même de dire qu'en fait, l'enfant n'est plus juste un truc qu'on vient coller à la famille et qui va nous suivre au gré des goûters, des dîners, etc. qu'on a pendant le week-end. Mais vraiment, on lui donne une importance, on lui donne une place. Et comme je disais, j'ai fait un événement avec Antoine de Gabrielli début novembre qui disait on est arrivé à un mode où si le papa et la maman ou le parent 1 et le parent 2 travaillent 12 heures par jour en dehors de la maison, il est quand même difficilement conciliable avec une vie avec les enfants, à moins d'avoir, comme je disais, des enfants, des nounous, des filles au père, etc. Et du coup, c'est un autre modèle, non critiquable, mais en tout cas, c'est un autre modèle. Si on veut passer du temps avec nos enfants, il est nécessaire qu'on ajuste ce temps de travail et qu'on arrête de toujours vouloir travailler plus. Et il y a des modèles qui le montrent que ça marche tout aussi bien si on essaye de travailler un peu moins et un peu plus efficacement. Pour le coup, je travaille pas forcément beaucoup d'heures par jour, mais je sais que quand je travaille, c'est l'avantage d'être devenue parent, c'est que je suis très focus et que je vais très vite. Et du coup, je délivre. Mais donc, on est revenu à un modèle où on accorde de l'importance à nos enfants. Et il n'y a pas que le travail. Et on veut que nos enfants réussissent professionnellement, évidemment, mais soient aussi heureux. Et il n'y a pas que parce qu'on a fait une école d'ingé ou parce qu'on sort de Polytechnique qu'on va pouvoir réussir sa vie. Mon fils sera peut-être un artiste et je serai très contente. S'il est heureux, en fait, tant mieux, quoi. S'il est heureux, mais qu'il a faim. S'il ne gagne pas de quoi se nourrir. Oui, et que ça lui va. Vraie question. Après, j'espère que les modèles changeront. J'espère que les artistes pourront vivre de plus en plus de leur métier. Je fais encore référence à une amie, mais elle est potière. Et en fait, je trouve que c'est un métier que je ne connaissais pas avant de la connaître. Et elle vit bien de son métier. Et j'espère qu'il y aura d'autres modèles comme ça qui montreront qu'on peut vivre de ses mains, on peut vivre de son art, on peut vivre de sa passion, sans forcément rogner sur les aspects financiers. Parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, on a besoin d'argent pour vivre, qu'on se le dise. Donc voilà, on verra bien ce qu'il deviendra. Moi, je me pose toujours cette question, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est est-ce qu'on veut que nos enfants réussissent ou est-ce que nous, on veut réussir nos enfants ? Grande question. Moi, je pense que j'ai réussi mes enfants quand j'ai quelques anecdotes de leur part et je pense que c'est grâce à ça que je me rends compte que j'ai réussi. Récemment, on a eu ma fille de 3 ans qui me dit « Maman, comment on fait les bébés ?» Donc, on a ouvert un bouquin et je me sentais pas de lui expliquer, donc on a ouvert le bouquin, on l'a lu ensemble et on a expliqué. Sauf que le livre était hyper hétéronormé. Et donc, j'ai lu le livre et puis j'ai complété en disant qu'on pouvait être 2 mamans et avoir un bébé, 2 papas et avoir un bébé. Bon, c'était un poil plus compliqué, mais que globalement, on pouvait y arriver. Et que tous les modèles étaient OK. Voilà, mes enfants ont entendu. Et puis le lendemain, ma fille me dit, moi, je veux me marier avec Eline, ma copine. Et je lui dis, OK, très bien, c'est cool. Si elle est d'accord, c'est OK. Tu as le droit de te marier avec qui tu veux, sauf ta famille. Donc, pas ton frère, pas ton cousin, pas ton père, mais en tout cas, Eline, c'est OK.
Et mon fils qui dit « Ah oui, tu peux, Marilou, mais par contre, tu te rappelles, maman l'a dit, ça serait un petit peu plus compliqué pour avoir un bébé, hein, donc faut que tu le saches. » Et je me suis dit « Ok, bah en fait, j'ai réussi. J'ai réussi à leur faire comprendre que le modèle femme-homme-femme, il était ok. Parce que bon, c'est pas ce qu'ils ont à la maison puisqu'on est un couple, un papa et une maman. Et qu'en plus, elle pourrait avoir des enfants si elle le souhaite. Et c'est ces petites choses-là qui me montrent que j'ai réussi. Enfin, personnellement, c'est ça qui vient me nourrir ou me rendre compte que mes enfants sont pas d'accord quand papa râle. Enfin, qu'ils arrivent à contredire aussi nos choix de parents. C'est plutôt des petites anecdotes qui me permettent de dire que j'ai réussi. Toi, du coup, si je comprends bien, en fait, ton curseur de réussite, il n'est pas spécialement sur la vie professionnelle ou quoi, mais plutôt sur le respect des valeurs. Oui, comme tu disais, j'ai envie que mes enfants puissent manger. J'ai pas envie qu'ils finissent à la rue, j'ai pas envie qu'ils galèrent dans la vie. Après, je pense que je serai là. Mais je pense que c'est plus ça qui m'importe. Et je me dis que s'ils ont des bonnes valeurs, s'ils sont, j'allais dire, bien éduqués dans le sens où ils comprennent le sens de la vie, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. On lit beaucoup le livre du colibri, par exemple, et j'essaye de leur expliquer au quotidien que moi, je me vois comme un colibri. Je l'ai même fait tatouer sur mon bras. Et tout ça, s'ils arrivent à l'intégrer, j'aurais réussi ma part. Et j'écoutais un podcast en venant qui disait... quand on lutte pour des sujets et on est bien placés tous les deux sur les violences aux enfants, les violences faites aux femmes, même la parentalité en entreprise, se dire qu'on veut changer le monde à chacun à son niveau, bah en fait on fait partie de la lutte, mais peut-être qu'on verra pas les fruits de ce qu'on a, pourquoi on a œuvré. Et c'est ok en fait. Même se dire qu'on aura fait un bout de chemin, on aura fait notre job. Voilà, je veux mourir en me disant que j'ai œuvré pour que demain ça soit un peu mieux pour eux en tout cas. Et ce combat, et notamment ce combat féministe que je mène avec des assos, etc., est né de la naissance de ma fille. Avant, c'était un peu loin de moi. Et voilà, je me dis que si eux, ils ont compris ça, bah, j'aurais réussi. Avec quand même la crainte qu'il faut qu'ils mangent. On est bien d'accord. Mais c'est moins important pour moi. Je trouve ça intéressant, tu vois, c'est qu'on a, on a aussi ce côté où cette responsabilité, tu vois, qu'on peut ressentir vis-à-vis de la vie de nos enfants, sauf qu'à un moment aussi, la vie de nos enfants, ça reste aussi une vie qui leur appartient. Peut-être que là, nos enfants sont petits, sont très dépendants, tu vois. Peut-être que malgré les valeurs, malgré tout ça et tout, à un moment, nos enfants vont faire des choix qu'on n'aurait jamais fait, jamais pensé, et tant pis, tu vois. Je te dis ça parce que, tu vois, toujours dans cette notion aussi d'équilibre vie pro-vie perso, c'est on va y venir, hein, mais il y a aussi un décalage entre les hommes et les femmes quand même sur la pression qu'on peut se mettre sur les enfants réussis ou la réussite de nos enfants, tu vois. Et c'est intéressant quand même de remettre ça sur le truc qu'à un moment donné, l'enfant est aussi responsable de sa propre vie, tu vois. Donc voilà, ça me semble important à préciser. Mais c'est une discussion hyper importante et sujet à amener dans le couple. Je me demande qu'est-ce que pense mon mari, tu vois, enfin futur mari pour le coup, de la réussite de ses enfants. Et je pense que je vais lui poser la question parce que je me demande ce que lui il met comme curseur. Oui, ou est-ce que seulement parce que moi, tu vois, si j'étais ton mari et que tu me posais la question, je te dirais en fait, moi, je ne pense pas ni à la réussite de mes enfants, ni à réussir mes enfants. Ni l'un ni l'autre. Moi, mon approche, tu vois, c'est plutôt de me dire, je veux que mes enfants aient conscience de leurs droits, que respecter leurs droits c'est important, que respecter les droits des autres c'est important, et qu'ils aient une estime d'eux-mêmes et d'elles-mêmes assez grande pour pouvoir affronter tous les défis, des crises multiples qui les attendent. Voilà, c'est tout. Donc c'est quand même un vaste programme. Hein. Oui, gros programme. Mais tu vois, en fait, après, j'ai pas de notion de réussite ou pas réussite. J'ai juste faire de mon mieux, et puis voilà. Donc on verra bien après ce que ça donnera, et puis on peut avoir plein de critères, tu vois. Moi, je sais que, à titre personnel, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai été une déception pour des gens de ma famille parce que j'ai pas suivi les chemins qui étaient tracés, tu vois. Donc, c'est pas grave. Et pourtant, je me sens d'être dans une grande réussite dans ma vie, tu vois, sur tous les plans de ma vie. Donc, c'est plutôt cool. Mais pour d'autres personnes, je suis une grande déception. Donc, c'est pas grave, tu vois. Et ça, je pense que c'est important. Sauf que moi, ça m'a demandé un travail psy, tu vois, de passer par une thérapie pour me dire, ok, en fait, le regard des autres, je m'en fous, machin truc. Donc ça, j'essaie de transmettre. Mais après, le reste, voilà. Comme tu dis, que ton enfant, il soit, parce qu'il peut être artiste et extrêmement bien gagner sa vie aussi, tu vois. Enfin voilà, il peut se passer plein de choses. Revenons un petit peu sur notre idée d'équilibre vie pro vie perso. En se parlant un peu des inégalités et des impacts, la différence de 40% dans les salaires à la retraite entre hommes et femmes est souvent évoquée. Quelles en sont les causes principales et que peuvent faire les entreprises pour agir sur ces inégalités structurelles ? Alors les causes principales, je vais lister certaines causes. Je ne pense pas être exhaustive, mais en tout cas je vais en lister quelques-unes. Les inégalités de salaire en termes dans la vie, je veux dire quand on travaille, sont en train de se résorber. L'écart est vraiment en train de se lisser, même s'il y a encore des inégalités, mais en tout cas c'est en train de se lisser. Et les lois
les récentes lois et notamment les lois sur la transparence des salaires vont aller encore plus dans ce sens-là. Donc, il y a un gros travail qui a été fait et je pense qu'il faut voir quand c'est positif. Un des points principaux c'est vers quoi on va. Il y a beaucoup plus de femmes dans les métiers du care. On dit les métiers dits féminisés. On peut parler de secrétaire, on peut parler des crèches, on peut parler même des profs. Il y a plus de femmes. C'est des métiers qui gagnent moins leur vie que si je prends un pendant avec ingénieur ou finance. On va prendre un peu les extrêmes. Donc forcément, à la retraite, il y aura un impact puisque si on lisse les salaires, forcément, il y a une différence. Il y a un autre point, il y a le fait d'avoir des enfants. Claudia Goldin l'a bien montré, c'est qu'après un enfant, dans les 5 ans, on perd 25%. Enfin, on a une diminution de son salaire pour les femmes, en tout cas une non-augmentation du salaire. Et on ne peut pas rattraper l'homme suite à l'enfant. Et ça vient s'accentuer quand on a d'autres enfants. Et on a aussi on en parle souvent en entreprise en ce moment, c'est la fausse bonne idée du 4/5e, où j'étais encore à l'INRAE, c'était jeudi, et on me disait en fait, moi j'ai pris un 4/5e, suite à une fresque de l'équité, des mamans ont réalisé qu'elles avaient pris un 4/5e, donc concrètement elles sont payées 80% de leur salaire, donc déjà elles cotisent beaucoup moins, et en plus leurs objectifs n'ont pas été revus. Donc il y a plein de petites choses qui viennent s'accentuer. Et on peut parler, du coup c'est dans mon actualité, du contrat de mariage, qui vient aussi pas aider sur les écarts de patrimoine. Parce que quand vous vous mariez avec un régime de séparation de biens, on a l'impression que c'est une bonne idée parce que chacun son argent. Sauf que quand on fait des choix de carrière, et je suis très concernée, qui nous font gagner moins, qui nous font cotiser encore moins, en cas de problème, et je me marie demain, mais je ne sais pas ce qu'il adviendra dans 10 ans, clairement, je vais être pénalisée. Donc en fait, tout ça vient accentuer cet écart de salaire à la retraite. Et c'est pour ça que Titu Lecoq en parle vraiment très bien, mais c'est un sujet... Elle a cette théorie des pots de yaourt. Voilà, cette théorie des pots de yaourt qui est hyper intéressante. C'est un sujet où on devrait vraiment éduquer nos enfants, filles comme garçons, pour que ça évite que les femmes se retrouvent clairement dans la mouise quand elles arrivent. Pour l'auditoire, pour les gens qui n'auraient pas lu Titu Lecoq, la théorie des pots de yaourt, je vais la résumer très très vite. C'est qu'en fait, en cas de séparation, on va regarder qui a acheté quoi. Et donc, comme généralement, les femmes payent les courses et donc les pots de yaourt. Et c'est pas forcément elles qui payent la maison, la voiture, etc. À la fin de la séparation, il reste les pots de yaourt. Voilà, c'est pour la faire très courte, très schématisée. Et donc le mari s'enrichit, lui il fait du patrimoine en achetant l'immobilier et la voiture, il repart avec tout ça, et la femme avec des pots de yaourt vides. Exactement, et vides en plus. On peut même pas les remanger. En plus. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je suis intervenu là dans la semaine dernière chez EDF. Le réseau mixité, pour leur parler de ce que j'ai nommé le plafond de mer, qui ne se rendaient pas compte à quel point la parentalité est vraiment le creuset des inégalités si tu veux, dans le monde de l'entreprise. Et je leur ai montré la différence des courbes de l'INSEE, si tu veux, entre hommes-femmes sans enfants. Donc il y a toujours une différence de salaire qui existe, mais qui est quand même moindre. Et du coup, ensuite, les courbes juste père et mère, et les gens ont halluciné, quoi. On dit, ah oui, en fait, c'est quand même là que ça se passe. Mais oui, c'est là que ça se passe. La parentalité, aujourd'hui, c'est là que ça se passe sur les inégalités en entreprise. Sur l'entreprise, si tu veux, j'ai 2-3 chiffres qui parlent aussi de ça. On voit, par exemple, que dans le top 500 de Forbes, donc c'est au niveau mondial, il n'y a que 37 femmes qui sont PDG. Donc, on parle vraiment d'une proportion, même pas 10%. On connaît bien aussi le plafond de verre, c'est ce que tu évoques, le plafond de mer. Je trouve que je connaissais pas, mais c'est encore plus représentatif. C'est mon invention. Ouais, c'est trop bien comme image. Et on a aussi, j'ai appris récemment le plancher collant. Donc le fait qu'il y a par exemple 33% de chances en moins d'être convié à un entretien quand c'est un poste qui va amener à une promotion, quand on est une femme. Donc c'est une chance sur 3 de moins, donc c'est pas anodin. Et on a aussi l'échelon brisé qui montre que pour une centaine d'hommes qui vont être promus, donc qui vont accéder à une promotion, on n'a que 85 femmes qui vont avoir ces promotions. Donc on a aussi des femmes qui montent moins dans l'entreprise, d'où l'intérêt de la loi Rixin qui arrive très vite et qui va obliger les entreprises à faire monter les femmes. Donc pro contre les quotas, chacun va avoir son avis, mais pour le coup, je pense que sans la carotte, il y a des choses qui n'avancent pas. Du coup, c'est important. Rappelons que la loi Rixin, je ne sais pas dire de bêtises, mais c'est 40% de cadres dirigeants dans les grandes entreprises. Oui, au sein du CODIR. Des femmes, au sein des comités de direction. La charge parentale. Parlons-en. En termes de carrière, ça repose encore largement sur les mères, avec des pauses, des temps partiels. Quelles solutions peuvent encourager un partage plus équitable entre les parents, notamment du côté des pères ? Pour moi, en entreprise, on va avoir 2 grands axes. Il va y avoir les rôles modèles. Je pense que j'ai eu encore récemment des témoignages de pères qui m'ont dit en fait, moi, on m'a dit qu'à mon poste, c'était pas OK de prendre le congé paternité. Okay. Et je trouve que c'est dommage en 2024 ou 2025 d'avoir encore ce genre de remarques.
personne n'est indispensable dans une boîte et si on est un peu organisé, c'est possible de se passer d'une personne pendant 28 jours, parce que je vais le prendre dans sa globalité déjà qu'il n'est pas très long, donc on va dire que c'est 28 jours. Et puis je pense qu'au niveau sociétal, pour le coup, c'est valoriser ces métiers du care, valoriser le papa qui va à la sortie de la crèche, alors sans lui faire une stèle et l'encenser, parce que c'est censé être normal, mais pour moi, il faut valoriser ces métiers. Et encore une fois, je vais faire une référence à Tichou, mais qui disait on a essayé de mettre les droits des hommes et des femmes au même niveau et de monter globalement les femmes au niveau des hommes en termes de droits. Mais il serait intéressant peut-être de descendre le curseur pour qu'on aille au niveau des femmes et que justement, ce ne soit pas les écoles d'ingé, les polytechniques qui soient les super écoles à faire, mais en fait se dire que c'est aussi OK de faire une école d'infirmier ou une école de puère. Pour le coup, je vais les mettre au masculin pour changer. C'est valorisant, en fait, s'occuper des enfants, c'est valorisant. Enfin, à valoriser, en tout cas, parce que pour le coup, c'est pas assez valorisé. Après, tu vois, il y a aussi qu'est-ce qu'on met derrière valoriser. Je trouve, moi, que, par exemple, tu dis le père qui emporte l'enfant à la crèche et tout, le valoriser. En effet, si valoriser, c'est venir dire « Ah, c'est incroyable, mais quel homme exceptionnel tu fais d'aller chercher ton enfant à la crèche. » Non, moi, en tout cas, je comprends qu'il y en ait qui soient dans ce schéma-là, je le comprends, de toute façon, vraiment, il faut bien trouver des solutions. Oui. Mais c'est pas ma voie. Par contre, on peut valoriser peut-être en disant « Ah, et comment tu t'organises, toi, quand tu amènes ton... » En fait, en valorisant la compétence, et chose qu'on peut aussi faire, du coup, pour les femmes, en fait. Et là, en fait, on a une valorisation qui est non seulement... qui peut faire du bien, qui parle de compétences, qui parle de soft skills, etc., mais qui, en plus, est totalement paritaire. Je veux dire, c'est une question qu'on peut poser à un homme comme à une femme. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis après, dans la valorisation, bien entendu, mais là on n'est plus sur des choses qui sont à notre main, mais c'est la valorisation des métiers, de la rémunération de ces métiers. Ça me semble essentiel, parce que pour que les gens aient envie d'aller faire une école d'infirmier, outre la vocation et l'altruisme, il faut se parler argent, en fait. C'est qui a envie d'avoir les conditions de travail aujourd'hui des infirmiers, des infirmières et du personnel soignant dans son ensemble, pour la rémunération que ces personnes peuvent toucher, qui est à part dans certains cas, en tout cas dans certains niveaux, rarement extrêmement gratifiante. Donc, mais ça nous dit aussi ce qu'on recherche en tant que société, je trouve. Tu vois. C'est que où est-ce qu'on met l'accent où est-ce qu'on met l'argent? L'accent et l'argent. Où est-ce qu'on met l'argent, tu vois? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut gagner des sommes astronomiques en pariant à la bourse et en sauvant des vies, gagner, je parle même des médecins, quoi. En sauvant des vies, gagner beaucoup moins. J'ai un ami, pour clore ce sujet, j'ai un ami qui est en études de médecine, qui s'est vraiment posé la question de est-ce qu'il avait la possibilité de gagner de l'argent un peu plus facilement avec de l'influence, où je vais, en fait. Est-ce que je suis ça? Il a fait le choix de la vocation, et c'est un choix, du coup, que je respecte et que j'admire. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ça, c'est quand tu peux gagner 2 à 3 fois plus en bossant moins et en vendant des trucs comme ça. C'est vraiment des questions qui se posent. Mais c'est là qu'on revient, je pense, à ce qu'on disait un peu avant. J'ai aussi eu ce choix à faire. Clairement, je gagnais bien ma vie. Je bossais dans le market avant et j'aurais pu faire une jolie carrière. Et j'ai choisi d'arrêter mon travail dans le marketing et la com pour me concentrer sur des activités qui, selon moi, avaient plus de sens et où j'étais plus un colibri qu'avant. Parce que pour moi, après mon premier enfant, c'était impossible que je retourne dans ces métiers-là. Et c'est là que tu mets le curseur. Enfin, je trouve que chacun va venir poser son curseur en fonction de ses valeurs et en fonction de ce qu'il a envie. Et encore, je ne dénigre pas ceux qui font du mercato de la finance. Je sais pas, il y a un sujet de comment tu t'alignes. Et puis après, il y a un autre sujet aussi de... Je pense qu'il faut être transparent là-dessus, c'est que du coup, ton mari, lui, il a gardé son activité. Oui. Il est le premier revenu de la maison. Et lui, il n'a pas ce choix-là, en fait. Non. Et de la même manière que moi, j'ai fait ce choix-là, même si mes revenus augmentent et que je me rapproche de ma compagne, là, ça c'est intéressant d'observer. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait le choix d'arrêter le fait d'être cadre à la Fnac pour... Et en effet, de tirer un trait sur cette carrière qui était toute tracée et confortable. Mais ce choix-là, je l'ai fait aussi parce que ma compagne, bon, c'était notre souhait commun, mais parce que ma compagne, elle, du coup, renonce à ce choix. Et qu'elle a la première pression financière. Je pense que c'est important aussi de dire ça parce qu'il y a aussi plein de couples qui n'ont pas ce privilège-là. De pouvoir se dire, ok, moi, je vais prendre des risques parce que toi, t'es là en sécurité. Il y a plein de couples qui n'ont pas ça. Et je pense que c'est important aussi, tu vois, qu'on parle d'entrepreneuriat, machin et tout, de bien garder ça à l'esprit, que avoir ce choix-là, c'est déjà un privilège en soi. Clairement. On a l'ambition d'inverser les rôles dans quelques années. Si j'arrive à augmenter, du coup, on aura chacun fait notre petite part dans notre émancipation professionnelle. Ça peut être chouette. Et puis ça peut être chouette pour lui. Hein. Moi, tu vois, d'avoir... De goûter à ça, moi j'aimerais bien pouvoir que ma compagne puisse en effet lever le pied grandement. On y travaille.
Revenons un petit peu sur cette histoire de politique familiale en entreprise. Elle ne concerne pas seulement les parents, mais aussi les aidants ou même les collaborateurs et collaboratrices souhaitant un équilibre global entre travail et vie personnelle. C'est vrai que ça, on l'oublie souvent, il n'y a pas que les parents en fait. C'est pas un truc nataliste ou quoi, c'est parce que ça concerne tous les aidants familiaux. Pourquoi est-ce que c'est important d'élargir cette vision et comment cela peut bénéficier à l'ensemble des salariés ? Oui, c'est important de le souligner parce qu'on a souvent cette remarque quand on intervient en entreprise de dire oui, ok, mais tous ceux qui ne sont pas parents, comment je les intègre ? Sachant que la stat, c'est quand même que 80% des salariés sont parents. Donc, on parle déjà quand même à une majorité de personnes. Et pour ces 20% restants, comme disait Cédric, ça peut être des aidants ou alors juste des gens qui ont autre chose dans leur vie que leur travail. Et je pense qu'on est très nombreux comme ça. Et qui vont pouvoir passer du temps dans des assos pour s'investir, ou en tout cas plus de temps. Ou alors faire du sport, ou alors faire des activités créatives, bref, que sais-je. Et du coup, se dire qu'avoir des règles sur les sujets de la parentalité, on parle d'une règle assez simple, c'est la notion des réunions. Donc pas avant 9h30, pas après 17h ou 17h30 ou 18h selon les boîtes. Et de se dire que si j'offre du temps à mes salariés, si je condense le travail sur des plages et qu'ils sont plus libres de pouvoir sortir un peu plus tôt, arriver un peu plus tard, ils vont peut-être pouvoir faire du sport et donc être en meilleure santé. Et in fine, si je tire le trait, moins d'arrêts, moins de maladies, moins de frais de santé pour la boîte comme pour la société, au sens large. Et aussi se dire qu'un salarié qui va bien, qu'il soit parent ou non, il est plus performant. Et ça, les études le montrent et j'espère qu'il y en aura de plus en plus qui vont aller dans ce sens-là. Donc, une politique familiale au sens large, c'est pour tout le monde, qu'on soit ou non parent. Ça inclut les aidants et comme on sera 1 sur 4 dans quelques années à être aidant dans ce monde, donc c'est un vrai sujet, l'aidance, donc ça intègre tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est démontré qu'un salarié ou une salariée plus épanouie, on est plus dans la performance. Moi, je sais que c'est quelque chose j'avais beaucoup travaillé quand j'étais en entreprise, encore une fois, mais c'est toujours des paris à moyen et long terme, et ça, c'est ça qu'il faut faire comprendre à la hiérarchie. Moi, j'avais eu la chance je me rappelle des actions que j'ai mises en place à Poitiers, où j'avais la chance d'avoir un directeur qui avait une totale confiance en moi, on avait déjà travaillé ensemble, et je lui avais dit, écoute, il me faut 18 mois, quoi. Je te laisse imaginer 18 mois dans une boîte comme la Fnac, où on te dit que tout est toujours urgent. Lui m'a dit, ok, vas-y, finalement, ça en a pris que 6. C'était de miser sur l'humain. Ça change tout, en fait. Ça change tout et ça peut vraiment transformer des vies. Et on le voit bien aujourd'hui qu'il y a ça, mais alors comment les entreprises, est-ce qu'elles peuvent mieux gérer cette réalité vraiment dans les décisions stratégiques, tu vois, et comment est-ce qu'on peut convaincre des directions générales de s'investir davantage là-dessus ? Souvent, dans ce que je connais, les équipes RH ou les équipes diversité et inclusion, elles sont convaincues qu'il faut aller sur ces sujets-là. Je vais parler au sens large des politiques familiales ou des mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes. Le sujet, c'est plutôt d'aller convaincre la strate au-dessus, donc le comité de direction, voire la direction générale. Du coup, ce qu'on essaye de mettre en place pour les aider à faire déclencher les investissements, c'est déjà de se dire que ce n'est pas un coût. C'est pas juste je vais dépenser 5, 10, 15, 20, 30 cas selon la taille de l'organisation, mais je vais investir pour ensuite avoir un impact. Et comme tu disais, c'est pas sur un temps court, c'est pas je fais une semaine de la parentalité et la semaine d'après tout le monde va mieux, c'est génial, c'est j'investis à un instant T et ensuite je vais voir les résultats au fil de l'eau. Et on aime bien aussi leur montrer qu'est-ce que ça coûte de ne pas investir. Et c'est là qu'il y a des chiffres qui sont intéressants. Par exemple, on sait qu'un burn-out, ça coûte plus de 75 000 € à une société, que le coût du désengagement d'un salarié, donc quelqu'un qui n'a plus envie, qui fait plus son taf, etc., ça va être presque 15 000 € par salarié et par an. Et une démission, parce qu'il va falloir réembaucher, c'est 6 à 9 mois de salaire que ça coûte. Et en fait, si on ne fait pas, c'est ça qui va se passer aussi dans la population de nos salariés. Donc c'est aussi à mettre en parallèle de l'investissement, parce que quand on parle de 77 000 €, si vous investissez ne serait-ce que la moitié dans l'année sur les sujets de politique familiale et d'inclusion, vous faites déjà énormément de choses. Donc en fait, j'aime bien le mettre en face des coûts qu'on ne voit pas. Et forcément, ça, c'est des chiffres qu'on suit au niveau RH, mais qu'on ne va pas venir mettre en face de la politique parentale, alors que vraiment, ça pourrait aider à convaincre un comité de direction de dire « Ok, en fait, cette année, on a eu tant de dizaines de milliers d'euros qui nous ont coûté pour embaucher, parce qu'on avait perdu des mamans qui, par exemple, ne sont pas revenues après leur congé mat, parce que c'était pas adapté, parce qu'il y avait des papas qui ont subi de non, tu pars pas plus tôt parce que non, c'est pas à toi de le faire, etc., ou le sexisme, enfin il y a plein de choses qui peuvent amener à la démission. Et si on met ça en face des investissements sur les sujets de parentalité et d'égalité femmes-hommes, on va, pour moi, avoir des leviers d'action qui seront beaucoup plus forts au niveau de la direction, parce qu'on va vraiment leur mettre des chiffres sous la tête et qu'ils n'auront pas le choix de dire ok, il faut qu'on réduise, et ça nous donne plein de KPI et de mesures d'impact pour dire ok, en fait,
Alors, comme je disais, pas la semaine d'après, mais en tout cas sur 6, 12, 18 mois, on va vraiment pouvoir diminuer ces chiffres-là et se rendre compte qu'en fait, on a investi pour réduire des charges. Eh oui, ça c'est un vrai gros sujet. Et on parlait de la loi Rexin aussi tout à l'heure, sachant que si les sociétés ne respectent pas, donc il y a une première échéance en 2027 et une deuxième en 2029, c'est 1% de la masse salariale, l'amende. Donc autant vous dire que pareil, c'est des chiffres qui peuvent être colossaux. Et promouvoir l'égalité et le fait que les femmes montent dans des postes de direction, ça commence maintenant parce qu'on ne va pas pouvoir du jour au lendemain monter des gens dans les comités. Il faut que les talents ils restent dans la boîte. Donc il faut que les talents ils restent dans la boîte. Il faut aussi, moi je pense, alors je le dis aux femmes qui nous écoutent aussi là-dedans, c'est que je le dis aussi pour les femmes qui seraient aujourd'hui dans les comités de direction et qui sont dans un environnement compétitif, il y a cette réalité-là, c'est que les gens, les entreprises qui vont vouloir se mettre à jour pour la loi X1 vont venir vous chasser. J'ai entendu un grand PDG la semaine dernière, du coup, le dire exactement comme ça. En disant, nous, on atteindra l'objectif, et s'il faut qu'on aille chasser, alors même si j'aime pas trop le terme chasser, en l'occurrence, mais s'il faut qu'on aille chasser des candidates, on ira le faire. Donc ça aussi, c'est une opportunité pour les personnes qui nous écoutent et qui sont là-dedans de vraiment négocier. Parce que là, en fait, si on vient vous chercher, ils viennent vous chercher en fait pour économiser sur une potentielle amende future. Et donc, négocier bien les salaires, en fait, parce qu'il y a vraiment de l'argent que vous allez leur faire économiser. Et donc, autant se le mettre dans votre poche à vous. Et là encore, il y a une stat qui est importante, c'est montrer que les hommes postulent à une offre d'emploi quand ils ont 60% des cases qui sont cochées. Les femmes attendent d'avoir 100%. Donc, se dire que vous êtes légitime, en fait, à avoir des postes de direction, même si vous êtes une femme, même si vous êtes une mère, même si vous êtes aidante et même si vous cumulez, j'ai envie de dire. C'est important de l'avoir. C'est important. Et puis, encore une fois, ce même PDG que j'écoutais la semaine dernière disait justement qu'il était temps de faire changer aussi les styles de management et que l'injection des femmes, en fait, avec leur approche différente, pas des femmes qui copient le management qu'elles connaissent, donc des hommes. Et il disait oser apporter quelque chose, oser casser les codes. Et je pense que ça, c'est un vrai gros conseil. Tu vois. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Moi, les personnes avec qui j'ai travaillé, clairement, sur 20 ans en entreprise, j'ai eu 3 fois une femme au-dessus de moi. C'est 3 fois où j'ai le plus appris en très peu de temps. Très clairement. C'est vraiment ça qui m'a fait franchir des étapes clés dans mes approches, dans mon management, etc. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur soyez vous-même et soyez votre style à vous. Moi, on me l'a dit plusieurs fois, tu devrais plus te mettre, quand j'étais dans une entreprise, plus te ranger, plus te mettre dans le rang, moins être, c'était peut-être pas le bon terme, mais en gros, moins être excentrique. J'étais vraiment un puits-de-bulle au boulot. Et en fait, un jour, on m'a dit, en fait, non, surtout ne change pas. Parce que c'est grâce à ça qu'on se souvient de toi. Maintenant que j'ai grandi et 10 ou 15 ans après, je me dis, et que je retrouve des directeurs commerciaux avec qui j'ai bossé ou même des commerciaux, ils me disent, bah ouais, on se souvient parce que tu avais cette robe, parce que tu avais cette attitude quand on a fait ce truc, parce que tu avais fait ça, parce que tu as dit ça, parce que tu as râlé sur ce sujet et que tu nous as défendu. Et en fait, je me dis, ok, en fait, j'étais la relou de service à ce moment-là, mais en fait, les gens, ils ont retenu ça et ils se souviennent de moi en positif parce que j'ai fait bouger les choses. Oui, donc ne changez pas. Ne changez pas. Ou si vous changez, enfin si, vous pouvez changer, mais oui. Pour quelle raison quoi. Oui, soyez vous-même. Toi, tu identifies 4 leviers pour avancer. 4 leviers très concrets, c'est analyser l'existant, former les managers, travailler sur la culture d'entreprise et s'appuyer sur un réseau de spécialistes. Peux-tu nous partager un exemple concret qui a bien fonctionné dans une entreprise ? Alors, je ne vais pas en partager, je vais en partager 2 pour le coup. Okay. J'ai eu le cas, donc jeudi dernier, on était à l'INRAE, comme j'ai dit, et j'ai animé une fresque de l'équité avec que des DRH. Donc, on était une 50aine et on était en sous-groupe. Moi, j'avais 13 RH devant moi. La fresque, en gros, c'est une partie constat, conséquence constat, et on essaye de comprendre d'où viennent les inégalités femmes-hommes aujourd'hui. Et toute la deuxième partie de la fresque, c'est se mettre dans l'action. Et dans cette partie de mise en action, ils étaient en sous-groupe, ils ont réfléchi. Et il y a notamment un groupe qui dit ça serait bien qu'on ait une charte de la parentalité au sein de l'INRA. Et là, il y a la moitié de l'auditoire qui dit « Ah ouais, c'est vraiment une bonne idée ». Et l'autre moitié qui dit « Ça existe déjà ». Sachant que je n'ai que des RH. Et du coup, on sait que 52% à peu près des salariés ne savent pas ce qui est en place sur les sujets de parentalité dans sa boîte. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de faire en sorte que tout le monde sache de quoi on a le droit, ce qui se passe, que ce soit en termes de droit vraiment au niveau de la France ou en termes de son entreprise, sur la convention, tout ce qu'on a pu prendre comme accord de branche ou d'entreprise. Et qu'en fait, il ne suffit pas de faire un guide et de s'arrêter là. Et là, je vais prendre l'exemple de Mustela, avec qui je travaille beaucoup, le laboratoire Expansience. Se dire que chaque année, on a un momentum où on vient répéter ce qu'on a fait,
Parfois, on a évolué, on a construit, on a continué d'avancer, mais en tout cas, on vient répéter, parce que déjà, il peut y avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans la boîte et qui ne savent pas forcément, parce que quand on arrive dans une boîte, on est un peu noyé sous les infos. On peut avoir des gens qui n'étaient pas là l'année dernière parce que congé mat, parce que arrêt, parce que blabla, et donc qui ne savent pas non plus. Des gens qui, à ce moment-là, étaient sous l'eau et n'ont pas vu. Bref, tout un tas de raisons. Je trouve que le momentum dans une boîte, c'est-à-dire qu'une fois par an, à minima, on a 1, 2, 3, 4 jours qui sont dédiés à un sujet. Alors oui, il y en a beaucoup des sujets, mais c'est là qu'on voit comment on se positionne et quelles sont nos priorités. Et se dire, cette semaine-là, on va parler de parentalité, il va y avoir des ateliers, des conférences, des séminaires, des fresques. Bref, on peut faire tout un tas de choses, ou même des événements pour les enfants de l'entreprise. Et qu'on va créer le momentum pour que tout le monde sache ce qui se passe dans la boîte et de quoi on a le droit quand on devient ou quand on est parent. Okay. C'est pour moi 2 points assez essentiels. Tu dis quelque chose aussi souvent qui me paraît moi essentiel pour l'avoir vécu en entreprise, c'est que la formation des managers, c'est un axe central, quoi. Quelles compétences ou sensibilités doivent être développées en priorité pour que ces personnes soutiennent ces initiatives et deviennent de vrais relais efficaces pour les salariés? Pour moi, il y a un point qui est essentiel pour les managers, c'est que, comme on disait avant, le rôle de parent, il a un peu évolué au cours des années et que les managers d'aujourd'hui ne sont pas forcément les parents d'aujourd'hui. Enfin, on peut être entre guillemets un vieux parent et ne pas se rendre compte des enjeux d'aujourd'hui, ou alors pas avoir les mêmes curseurs que ses collaborateurs. Et en fait, je trouve que réduire la parentalité au sens large à sa propre parentalité, ça peut être hyper réducteur et hyper dur. Si je prends l'exemple, je peux très bien être une manager, avoir des enfants, mais avoir une fille au père, avoir une nounou et que ce soit OK que mes enfants soient, entre guillemets, la semaine beaucoup moins avec moi et me consacrer à mes enfants que le week-end. C'est tout à fait OK. Mais si j'ai dans mon équipe une femme qui, pour le coup, préfère finir tôt pour pouvoir profiter de ses enfants le soir ou qui veut prendre ses mercredis après-midi, enfin, que sais-je, je vais peut-être pas comprendre, moi, en tant que manager. Donc, du coup, je pense que c'est intéressant d'expliquer aux managers qu'on a tous des façons d'être différents en tant que parents et que tout est OK. Et puis, il y a plein de choses qui évoluent. Je cherchais juste avant notre rendez-vous, par exemple, le nombre de PMA qui est fait que augmenter en France. On est à 130 000, si je ne me trompe pas, dans les dernières années, PMA par an. En tout cas, tentative, ça ne veut pas dire qu'il y a des enfants derrière. Et ça, c'est des sujets qui sont quand même assez récents. En tout cas, on en parle de plus en plus et les managers ne sont pas toujours au courant. Si on n'a pas vécu nous-mêmes, personnellement, je n'ai pas du tout fait de parcours de PMA. Et quand une copine a été concernée, j'ai découvert ce parcours un peu du combattant où tu as des rendez-vous toutes les semaines, à des heures précises et où c'est vraiment compliqué. Et du coup, je trouve que c'est important que les managers aient toute l'humilité de dire moi, je ne suis pas au courant et j'ai besoin d'être informée parce que je ne peux pas accompagner mon collaborateur comme il faut ou comprendre quels sont les enjeux qu'il a en ce moment. Si je ne suis pas au courant des enjeux de la PMA. La PMA, comme je dis, il y a beaucoup de choses très précises, dans des temps très serrés. Si ça tombe en même temps qu'un appel d'offres et que mon salarié il est sous l'eau, on a besoin de s'ajuster, quoi. Donc humainement, je trouve qu'il y a des valeurs de se rendre compte que la parentalité, c'est pas tout le monde pareil. Chacun la vit différemment. Et des choses où on doit vraiment apprendre des connaissances basiques autour, par exemple, du deuil périnatal. On peut être hyper déplacé en tant que manager sans vouloir faire mal, par exemple ne pas parler du tout du sujet alors que parfois les parents, parfois qu'on leur dise est-ce que ça va et tu veux qu'on en parle, machin, enfin bref, chacun à son niveau, mais je trouve qu'une humilité de je ne sais pas et j'ai besoin d'apprendre des choses. Les 2 points pour moi sur lesquels on oui, non, mais complètement. Mais je peux que te rejoindre. Ça marche aussi avec les pairs, PIRS, parce que je pense que le rôle du manager aussi, c'est au-delà de l'interaction directe qu'il peut avoir avec un salarié qui est dans ta situation ou une salariée qui est dans une situation, c'est aussi de s'assurer que justement que les 2 personnes interagissent dans le respect et en se comprenant, parce qu'on est aussi soumis à ça en fait en tant que manager oui, mais attends, et pourquoi machin, il a ses samedis et machine, elle est prioritaire sur les vacances, etc. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui viennent se mêler. Et c'est important de le savoir, et c'est aussi important aussi pour nous-mêmes dans ce qu'on peut vivre. Moi, j'ai ce souvenir quand j'ai pris un congé parental en tant que cadre à la Fnac, donc j'ai eu droit à une remarque DRH et un collègue dans le CODIR qui me disait moi c'est n'importe quoi, moi j'ai jamais fait ça. Lui il avait 55 ans, il avait 4 enfants, son plus grand avait 17 ans. Ouais, et moi je lui ai dit ok, tu l'as pas fait. Moi je vais le faire. Donc il va falloir que tu deals avec en fait. Et c'est vrai que ça c'est un gros sujet. C'est intéressant parce qu'on le voit bien aussi d'ailleurs dans ce sujet générationnel et culturel et sociétal, il vient aussi dans les rapports de l'adresse. On voit bien que par exemple si tu veux qu'on prend l'étude de l'adresse sur le congé paternité, on voit bien qu'on est extrêmement pour chez les jeunes en fait, de 18 à 34 ans, et qu'ensuite on est autour des 64%, si je me trompe pas, et qu'ensuite on retombe juste à 15% de favorables dès qu'on passe la barre des 45 ans, quoi. Donc c'est un vrai sujet.
Et ça, dans les entreprises, je pense que c'est important aussi d'accompagner ces changements de société-là, en fait. Que, là, j'entends beaucoup dire que la génération Z, elle veut pas bosser. C'est pas ça, c'est que il y a sûrement une génération qui a pas envie de bosser pour se tuer à la tâche, comme on a dit au tout début, et qui a de nouvelles aspirations, quoi. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'une entreprise aujourd'hui compétitive va s'adapter à ça, au fait qu'on a inversé un peu la demande, au fait qu'on a inversé le fait que maintenant, les salariés n'hésitent pas à dire, mais moi, en fait, je veux ça. Et si vous l'avez pas, non. Ça marche pas. Et je trouve que c'est hyper important, petite parenthèse sur ce sujet-là de je veux ça. Le problème de je veux ça et de dire faut sortir par la grande porte. Je pense par exemple à l'allaitement. Si je veux allaiter dans ma boîte et que j'ai besoin d'un local pour tirer mon lait, d'un frigo, ou j'ai besoin de partir à 17h30 parce que je récupère mon enfant à la crèche ou chez la nounou, etc. C'est très bien de se dire il faut sortir par la grande porte et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir le faire. Sauf qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parce que dans leur tempérament, ils ne sont pas câblés comme ça et que c'est plus compliqué pour eux. D'où l'intérêt que ce soit posé et que ce ne soit pas manager dépendant dans des chartes, dans des politiques, dans des accords d'entreprise pour qu'en fait les droits ils soient les mêmes pour tout le monde et que même quand je n'ai pas un tempérament à aller demander des choses ou à assumer de dire en fait là c'est non, en fait le 80%, je suis payé 80%, mais mes objectifs ils doivent vraiment être revus. Donc en fait à la demande du 80%, il est automatique qu'il y ait un rendez-vous avec le manager pour revoir les objectifs. En fait ça permet que tout le monde du coup on est sur un pied d'égalité qui est beaucoup plus clean versus si c'est en fonction de ton tempérament ou de ton manager. Oui, puis c'est important ce que tu dis, je trouve aussi, pour que ça puisse s'appliquer à un maximum d'entreprises. Parce que c'est vrai que le propos qu'on avait juste avant, ça concernait quand même des entreprises très tertiaires et dans des strates peut-être plus de management, etc. Mais même quand c'est bien inscrit, quand c'est bien charté, quand c'est bien inscrit dans les textes, etc., ça permet à chaque salarié, peu importe le type d'activité, de pouvoir se reposer là-dessus et de trouver aussi une légitimité dans ses demandes et dans ses revendications. Donc ça, c'est important. On aimerait d'ailleurs, je passe pour les personnes qui nous écoutent, on aimerait d'ailleurs en tout cas moi j'aimerais que les syndicats se réveillent un peu sur les questions parentales parce que c'est pas vraiment des sujets qui sont pris et portés par les syndicats pour l'instant, ça serait bien de se réveiller. Si les gens passent par là, c'est pour vous. Pour finir, ma chère Lucie, l'équilibre vie professionnelle et personnelle semble être une responsabilité quand même partagée entre les entreprises, les managers, mais aussi les collaborateurs, les collaboratrices, les parents eux-mêmes en fait. Comment encourager chacune à jouer son rôle pour faire évoluer les pratiques et modèles actuels? On en parlait juste avant sur la notion de co-responsabilité. Pour moi, comme tu disais, on a tous un rôle à jouer, qu'on soit parents, non-parents, qu'on soit manager, pas manager, qu'on soit aidant, pour déjà montrer l'exemple. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des rôles modèles qui s'inscrivent et qui montrent que on peut être père et comme toi s'arrêter de travailler pour s'occuper de tes enfants, et il faut le montrer. On peut être mère et être ok avec le fait de réduire un temps sa carrière pour après peut-être réaccélérer quand les enfants seront un peu plus grands, et que tous les modèles sont ok. On peut aussi être mère et vouloir travailler et que tous les modèles sont ok. Et ça, c'est aussi important de se dire, il y a les rôles modèles, donc il faut les pousser, et je pense qu'on a besoin d'en avoir le maximum pour que tout le monde puisse se reconnaître dans ces rôles, et aussi de se dire que au sein des boîtes, c'est intéressant de connaître les curseurs de chacun, et un peu comme ce que je disais avant, il n'y a pas qu'une seule parentalité, donc chacun a son curseur, chacun a ses valeurs, chacun a ses choses qui sont ok ou pas ok, et que tout est valable, et intéressant de se renseigner sur ce que les autres veulent pour éviter les jugements, pour éviter les conflits dans les équipes, comme tu disais, lui il veut partir plus tôt, lui il veut faire du sport, machin. Et que ça concerne, on revient à ce qu'on a dit aussi, ça va faire répétition, mais tout le monde est concerné. Et en fait, une entreprise qui axe ces sujets-là va œuvrer déjà pour la société tout entière, parce que j'aime bien dire que les enfants sont l'avenir de l'humanité, pas de l'homme. Donc les politiques elles vont avoir un impact sur l'ensemble des salariés. Et moi, je trouverais ça trop bien qu'il y ait plus de gens qui s'engagent dans des associations. J'ai de la famille qui s'engage auprès de la Fondation Emmaüs. Il y a des gens qui s'engagent pour les Restos du Cœur. Et je suis moi-même engagée dans une asso. Et je trouverais ça bien qu'il y ait plus de gens qui s'engagent. Les assos en ont besoin. Donc offrir du temps à ses salariés. Pour ceux en tout cas qui n'ont pas d'enfants et qui le veulent, et même ceux qui en ont, c'est aussi offrir ça. Et je trouve que ça permet, on revient à la palette de couleurs, mais de venir donner un ton un peu plus sympa à sa palette à soi, et ça nous nourrit aussi. Oui, puis sans même parler d'assaut, ça peut être intéressant de dire aux gens, prenez du temps pour vous en fait. Trouvez-vous une occupation, un hobby, ce que vous voulez. Faites de la peinture, du sport. ou développer un business à côté, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais voilà, dégagez du temps. Et sur la conciliation, globalement, de se dire que la théorie des petits pas, elle marche bien.
Et moi, c'est ce que j'essaye de pousser en entreprise, c'est-à-dire qu'on peut avoir un objectif long terme, c'est intéressant d'en avoir un, mais essayer que ce soit un peu plus smart et se dire, OK, chaque jour, chaque année, chaque mois, je vais monter une petite marche parce que c'est beaucoup plus facile déjà à la faire accepter à la direction, beaucoup plus humble en se disant au moins on va réussir des choses et on va pouvoir se féliciter de ce qu'on a réussi à franchir, si on a réduit le taux de burn-out, si on a augmenté le fait de la rétention des mères en post-accouchement. Et du coup, c'est intéressant de marquer cette théorie des petits pas et de la souligner, je trouve. Merci beaucoup, Lucille. De rien. Merci Cédric pour son invitation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.